Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à une technique dont on entend de plus en plus parler dans le milieu du sport, de la kiné aussi, le flossing. Vous savez, ces bandes élastiques qu'on enroule autour d'une articulation ou d'un muscle. La question c'est, est-ce que ça améliore vraiment notre mobilité, notre amplitude de mouvement, ou est-ce que juste une tendance? Pour essayer d'y voir plus clair, on va décortiquer ensemble une étude scientifique spécifique. Oui, tout à fait. L'étude s'intitule Elucidation of the Effect of Flossing on Improving Joint Range of Motion. Elle est signée Toshihiro Naimichi et ses collègues et elle a été publiée dans le Journal of Sport Science and Medicine en 2025 dans le volume 24. C'est ça. Notre mission, si on l'accepte, extraire les infos clés de cette recherche pour comprendre un peu mieux ce fameux flossing. Exactement. Et juste pour être sûr, le flossing, le principe, c'est d'envelopper assez fermement une partie du corps, comme la cheville ou le genou, avec cette bande élastique. Et ensuite, pendant que c'est comprimé, on fait des mouvements soit actifs, soit quelqu'un nous fait bouger passivement. D'accord. C'est une sorte de technique de libération myofaciale, un peu comme les rouleaux en mousse ou les pistolets de massage qu'on voit partout. C'est utilisé par les athlètes, les thérapeutes. L'idée derrière, souvent, c'est d'améliorer comment les fascias glissent entre eux. Ces fascias, ce sont les tissus conjonctifs qui entourent nos muscles, très importants pour la mobilité. Parfait. Alors, plongeons dans cette étude de Mahomemichi. Qu'est-ce que les chercheurs voulaient savoir précisément? Alors, l'objectif principal, c'était vraiment de clarifier l'effet du flossing sur l'amplitude de mouvement articulaire, le fameux ROM, Range of Motion, mais surtout, ils voulaient essayer de comprendre pourquoi ça pourrait marcher. Leur hypothèse de départ, c'était que le flossing améliorerait l'amplitude en facilitant le glissement des fascias. Mhm. Plus spécifiquement, ils pensaient que ça pourrait réduire la raideur du fascia lui-même, mais sans forcément changer la raideur du muscle, qui est juste en dessous. D'accord. Une action ciblée sur le fascia en quelque sorte. Voilà, c'était l'hypothèse. Pour tester ça, ils ont mis en place un protocole assez rigoureux, un essai croisé randomisé. Ils ont recruté 14 jeunes hommes en bonne santé, entre 18 et 25 ans. C'est un groupe assez homogène. Oui. Et chaque participant a fait 2 sessions à des jours différents pour éviter les effets résiduels. Une session avec flossing sur le bas de la jambe, le groupe flows, et une autre session sans flossing, le groupe contrôle. Mais dans les deux cas, ils faisaient exactement les mêmes exercices. Et c'était quoi ces exercices-là? C'était assez simple. 2 séries de 10 levées de mollets, donc montées sur la pointe des pieds, et 10 étirements en dorsiflexion, c'est-à-dire ramener la pointe du pied vers le tibia. D'accord. Et pour mesurer les effets, comment ils s'y sont pris? Quelles mesures ont été faites? Alors, plusieurs mesures prises avant et juste après l'intervention, que ce soit avec ou sans flossing. D'abord, la mesure clé, l'amplitude de la dorsiflexion de la cheville, jusqu'où le pied peut remonter vers le tibia. C'est vraiment ça qui mesure la souplesse de la cheville dans ce mouvement. Logique. Ensuite, ils ont mesuré la force maximale volontaire, la MVC, en flexion plantaire. Ça, c'est la force quand on pousse la pointe de pied vers le bas, comme pour accélérer en courant. Pour voir si la souplesse ne nuit pas à la force, hein. Exactement. Puis, ils ont regardé l'épaisseur d'un muscle du mollet, le gastrocnémien médial, avec une échographie classique. Et enfin, le point peut-être le plus technique et le plus lié à leur hypothèse, ils ont mesuré la dureté, la stiffness du fascia et du muscle à différentes profondeurs. Ah, comment on mesure ça, la dureté d'un tissu? Ils ont utilisé une technique d'échographie avancée qui s'appelle l'élastographie par onde de cisaillement. Ça envoie de petites ondes et ça mesure leur vitesse de propagation dans le tissu. Plus ça va vite, plus le tissu est raide ou dur. D'accord, c'est assez pointu comme mesure. Oui, ça permet d'avoir une donnée objective sur la raideur tissulaire. Et juste une précision, le choix de ne prendre que des hommes jeunes et en bonne santé, c'était pour limiter les variations physiologiques, comme les hormones par exemple, qui pourraient brouiller les résultats. C'est classique dans ce type d'études exploratoires. Compris. Bon, alors venons-en aux résultats. La question qu'on se pose tous, est-ce que le flossing a vraiment augmenté la souplesse de la cheville? Eh bien oui, et de manière assez nette en fait. Ah ouais. Dans le groupe qui a fait le flossing, l'amplitude de dorsiflexion a augmenté en moyenne de 28,3%. 28%, c'est énorme. C'est significatif, oui. Dans le groupe contrôle, qui n'a fait que les exercices, l'augmentation était de 14,6%. Donc quasiment le double d'amélioration avec le flossing par rapport aux exercices seuls. C'est ça.
La différence entre les deux groupes était statistiquement significative avec ce qu'on appelle une taille d'effet considérée comme grande. Donc l'impact semble réel et notable. Voilà qui est très intéressant. Mais alors, l'autre point crucial, surtout pour les sportifs, la force. Est-ce qu'on perd en force quand on gagne autant en souplesse? C'est une excellente question et c'est souvent une préoccupation. Sur ce point, l'étude est assez claire. Ils n'ont montré aucun changement significatif de la force maximale volontaire en flexion plantaire après le flossing. Ah bon? Ni en plus ni en moins. Exactement. Les valeurs mesurées avant et après étaient très similaires, que ce soit dans le groupe flossing ou le groupe contrôle. C'est un résultat important parce que, comme le mentionnent les auteurs, la littérature scientifique n'est pas complètement unanime sur ce sujet. Certaines études ont parfois suggéré des gains de force. Oui. Peut-être liés à des effets hormonaux dus à la compression, l'occlusion vasculaire temporaire. Mais ici, pour la force spécifique de la cheville en flexion plantaire, eh bien, pas d'effet retrouvé. Donc, au moins dans les conditions de cette étude, on gagne en mobilité sans perdre en force. C'est déjà une bonne nouvelle. Tout à fait. Plus souple, mais pas moins puissant, du moins sur cette mesure précise. D'accord. Alors maintenant, revenons à l'hypothèse de départ sur le mécanisme. L'idée, c'était que le fascia devenait moins raide. Qu'est-ce que l'élastographie a révélé sur la dureté des tissus? Alors là, les résultats sont, comment dire, plus nuancés. C'est là que ça devient vraiment intéressant et que ça challenge un peu l'idée de départ. L'élastographie a mesuré la dureté à plusieurs niveaux. Le fascia profond, juste sous la peau, DF, puis 3 couches dans le muscle gastrocnémien, UMG, MMG, LMG, et enfin un fascia plus profond entre les muscles, DIF. D'accord. Et le résultat un peu surprenant, c'est qu'il n'y a eu aucun changement significatif dans la dureté absolue mesurée dans la plupart de ces zones, y compris le fascia superficiel, le DF, après le flossing. Attendez. Si la raideur du fascia principal, le DF, n'a pas changé significativement, ça veut dire que l'explication simple, le flossing assouplit le fascia, ne colle pas vraiment avec ces mesures. Disons que c'est plus compliqué que ça. Si on regarde juste la valeur absolue de la raideur de ce fascia superficiel, effectivement, elle n'a pas baissé de manière statistiquement significative. Hmm. Mais les chercheurs ont creusé un peu plus. Ils ont regardé non pas seulement la valeur absolue, mais le taux de changement de cette dureté. En gros, comment la raideur a évolué suite à l'intervention. D'accord, la dynamique du changement. Voilà. Et là, ils ont trouvé une différence significative entre les groupes, mais pas sur le fascia lui-même. C'était sur la couche musculaire située juste en dessous de ce fascia superficiel, la couche UMG. Ah, dans le muscle donc. Oui, dans la partie la plus superficielle du muscle. Dans le groupe flossing, cette couche musculaire, UMG, a montré une diminution de son taux de changement de dureté, en moyenne, moins 10,5%. Alors que dans le groupe contrôle, qui faisait juste des exercices, cette même couche musculaire a montré une augmentation de ce taux de changement, plus 9,0%. Et cette différence de comportement entre les deux groupes est significative. D'accord, je crois que je vois. Donc, ce n'est pas tant le fascia qui change de raideur, mais plutôt la façon dont le muscle juste dessous réagit. Comment ça pourrait expliquer le gain d'amplitude de mouvement alors? C'est là qu'intervient l'interprétation des auteurs. Ils suggèrent que cette modification de comportement de la couche musculaire superficielle UMG pourrait être un indicateur indirect d'une amélioration du glissement entre les tissus. Le glissement, l'interface entre le fascia et le muscle. Exactement, le glissement intertissulaire. Imaginez deux surfaces qui doivent coulisser l'une contre l'autre pour permettre un mouvement ample. Si l'interface entre ces surfaces devient plus fluide, moins collée, eh bien le mouvement global sera facilité, plus grand. Et comment le flossing améliorerait ce glissement? Plusieurs mécanismes sont possibles et évoqués. La pression de la bande, combinée au mouvement effectué dessous, pourrait créer un effet de cisaillement. Ça pourrait, un peu comme un massage très profond, casser des microponts d'actine-myosine dans le muscle à cette interface, réduisant sa raideur passive locale. D'accord. Ou alors, la pression et le mouvement pourraient altérer temporairement la viscosité du fascia, peut-être en agissant sur l'acide hyaluronique qui joue un rôle de lubrifiant. Ça faciliterait le glissement. Donc ce meilleur coulissement entre le fascia et le muscle permettrait aux tissus de se déplacer plus librement les uns par rapport aux autres pendant l'étirement, ce qui expliquerait l'augmentation de l'amplitude de la cheville qu'on a observée. C'est vraiment fascinant comme explication, hein. On passe d'une idée assez mécanique d'étirement du fascia à quelque chose de plus subtil, lié à l'interface, au glissement.
C'est ça. Ça suggère que ce n'est peut-être pas juste la compression, mais la combinaison de la compression et du mouvement qui est clé. Ça ouvre pas mal de questions, mais j'imagine qu'il faut rester prudent. Quelles sont les limites de cette étude, les points à garder en tête? Absolument. Il y en a plusieurs, et les auteurs sont honnêtes là-dessus. Premier point, on ne commet que l'effet immédiat, juste après la séance. Est-ce que ce gain de souplesse dure 10 minutes, 1 heure, plus? On ne sait pas. Il faudrait des suivis. Oui, des études avec des mesures répétées dans le temps sont nécessaires. Deuxième limite, la pression appliquée par la bande. Elle n'était pas standardisée. Chaque participant a peut-être eu une pression un peu différente. Ah oui, ça pourrait influencer le résultat. Potentiellement. Une pression plus forte pourrait agir plus en profondeur ou différemment. C'est une variable à mieux contrôler à l'avenir. Et puis, il y a le fait que ce ne sont que des jeunes hommes en bonne santé. Exactement. Est-ce que les résultats seraient les mêmes chez des femmes, des personnes plus âgées, dont les tissus sont différents, ou, et c'est peut-être là que c'est le plus intéressant, chez des personnes qui ont déjà des limitations de mobilité, des adhérences? Hmm, Une étude qu'il cite suggère d'ailleurs que le flossing pourrait être particulièrement utile dans ces cas pathologiques, mais ça demande confirmation. d'accord. D'autres limites? Oui, le glissement facial lui-même n'a pas été mesuré directement. La modification de la raideur musculaire en est un indice, un proxy, mais on n'a pas vu le glissement s'améliorer. Il faudrait peut-être des techniques d'imagerie dynamique pour ça. Comme une échographie pendant le mouvement. Par exemple, oui. Il faut aussi noter que l'efficacité semble dépendre de l'articulation. Une autre étude mentionnée n'a pas trouvé d'effet sur le coude chez des joueurs de tennis, donc ce n'est pas forcément universel. Et enfin, il reste la question de l'effet placebo, bien sûr, et d'autres mécanismes possibles non explorés ici. Des effets sur la proprioception, sur le système nerveux, sur la circulation locale, bref, il y a encore du travail pour tout comprendre. Merci pour cette analyse très complète et nuancée. Si on devait synthétiser les points clés à retenir de cette étude de Maumichi et son équipe? Alors, premier point fort, on a une preuve issue d'une étude bien menée que oui, le flossing du mollet peut augmenter significativement l'amplitude de la cheville en dorsiflexion chez ces jeunes hommes. Et l'augmentation est notable. D'accord. Point 1, ça marche pour la souplesse de la cheville à court terme. Point 2, ce gain de mobilité ne semble pas se faire au détriment de la force de flexion plantaire. Pas de perte de force mesurée. Important aussi. Et point 3, le plus subtil, le mécanisme d'action ne semble pas être un simple assouplissement direct du fascia. Les données pointent plutôt vers une amélioration du glissement à l'interface muscle-fascia, indiquée par le changement de comportement de la raideur musculaire superficielle. Donc une explication plus axée sur l'interaction entre les couches. Voilà. C'est une hypothèse plus fine qui met en lumière l'importance probable de la combinaison compression plus mouvement. C'est donc une avancée intéressante pour comprendre comment cette technique pourrait fonctionner, même si, comme on l'a vu, toutes les questions ne sont pas résolues. Absolument. Et ça soulève une question intéressante pour la suite, que ce soit pour la recherche ou pour l'application pratique. Laquelle? Si c'est vraiment l'interaction entre la bande et le mouvement qui est clé pour améliorer ce glissement, alors la nature de ce mouvement effectué sous la bande pourrait être déterminante. C'est-à-dire? Qu'on fasse un étirement passif ou une contraction active, ça pourrait changer le résultat. Exactement. Est-ce qu'un certain type de mouvement va mieux cisailler l'interface? Est-ce qu'on peut cibler différemment les couches ou les effets recherchés, mobilité, récupération, performance, en choisissant des exercices spécifiques à faire pendant le flossing? Adapter le protocole en fonction de l'objectif. Voilà. Explorer comment la modulation des exercices sous compression influence les résultats, c'est une piste qui mériterait vraiment d'être creusée. Ça ouvre des perspectives pour optimiser l'utilisation de cette technique. Une excellente piste de réflexion pour conclure. Pour celles et ceux qui souhaiteraient plonger dans les détails méthodologiques, les chiffres précis et la discussion complète des auteurs, on vous renvoie à l'article original. Je rappelle les références: Elucidation of the effect of flossing on improving joint range of motion par Toshihiro Maemichi et al., publié dans le Journal of Sports Science and Medicine, volume 24, pages 75 à 83 en 2025. Et bien sûr, pour continuer à explorer avec nous d'autres sujets scientifiques qui piquent la curiosité, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour une nouvelle analyse.